facile d'atterrir après un débat où il y a des choses quand même assez auxquelles vous pourrez évidemment réagir. Je pense que il y a peut-être que du côté de Randstad Digital ou de la Poste, il y aura des éléments que vous voudrez nous porter à notre connaissance. J'aimerais, on va lancer ça sur une phrase, mais qui va dénoter un petit peu avec l'ensemble du débat. Là, cette phrase, c'est quand faut y aller, faut y aller. Et parce que je me dis que dans la tête d'un patron, l'IA générative à tout d'un saut dans l'inconnu. Et j'en veux pour preuve les chiffres qui ont été qui ont été donnés par une étude menée par Cisco auprès de 2500 chefs d'entreprise à travers le monde en début d'année. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. 8 sur 10 reconnaissaient que l'IA, c'était 82% même, que l'IA était un facteur clé de compétitivité et souhaitaient passer à la vitesse supérieure. Donc en gros, déployer l'IA au sein de leurs effectifs. Seulement, il n'était que 2 malheureux pourcents, et c'est même pas 2%, c'est 1,7%, à considérer que leur société était vraiment prête à le faire. Et j'ai encore vu, je crois, hier ou avant-hier, une étude qui posait à peu près le même constat. Il faut y aller parce qu'il y a un besoin de compétitivité et tous les voisins s'y mettent. En revanche, je ne suis pas prêt à le faire, mais il faut y aller. Donc, et c'est vrai que j'ai l'impression que les patrons, ils ont la réponse au pourquoi, mais ils ignorent tout du comment. Donc c'est un point qu'on va explorer. Et Julien et Caroline l'ont dit, hein, déployer l'IA, ça ne se fait pas non plus comme une mise à jour Windows 11. Il y a la partie technique, bien sûr, mais il y a aussi tout l'humain autour qu'il va falloir gérer. Il peut arriver que certains, parmi les salariés les plus technophiles, aient déjà pris les devants, donc ce qu'on appelle souvent le shadow AI, et ils ont un peu apprivoisé la bête, souvent sans en prévenir leur hiérarchie. Et pour d'autres, la perspective de bosser ou de collaborer avec ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, elle est beaucoup, beaucoup moins radieuse. Donc, comme Internet en son temps, qui a pu poser un certain nombre de problèmes à son époque, cette intrusion qu'on appelle le changement pose un certain nombre de questions, et c'est des interrogations qui peuvent être tout à fait légitimes, mais auxquelles toute direction se doit de répondre si elle souhaite que ce petit monde travaille en bonne intelligence. Donc c'est donc de ça dont on va parler tous les quatre, et je tiens aussi à remercier la chaire pour cette table ronde exclusivement féminine avec des figures de pointe. Je pense que c'est un point à souligner, et c'est pas tous les jours que en tant qu'animateur, j'ai ce plaisir-là. Donc, c'est vraiment un bon point, je trouve, dans cette journée. Donc, on va parler d'intégration dans l'organisation, de même que dans la dynamique de l'entreprise. On va commencer peut-être rapidement par vous présenter. C'est pour que vous nous présentiez vos fonctions, mais aussi peut-être votre entreprise, puisqu'on a quand même des ordres d'échelle qui sont très différents. Et je ne dis pas ça du tout pour réduire l'importance du cas Actis, mais je pense que justement, on aura une partie très concrète avec Actis qu'on prolongera cet après-midi avec le regard d'Ishraf. Mais c'est vrai qu'on a des grands groupes français avec La Poste, on a un grand groupe mondial avec Randstad. Donc, si on peut prendre une seconde pour vous présenter et présenter les entités que vous représentez, je pense que ce serait assez pertinent. Fatia, je vous laisse, vous avez le micro. Oui, très bien. Merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir à cette table ronde 100% féminine. 22% de femmes seulement dans l'IA, hein, donc c'est pas beaucoup, mais c'est un vrai plaisir de voir que certains font l'effort de réunir des femmes sur ce sujet-là. Donc moi, je suis Fatia Gass, je suis directrice innovation au pôle Data IA Group à La Poste et je dirige le programme IA générative de l'ensemble du groupe. Alors, c'est quoi le pôle Data IA Group? C'est un pôle qui a été créé au moment de l'avènement de l'IA parce que La Poste, c'est une entreprise française qui a 600 ans. Voilà. Et c'est la seule entreprise en France qui a 100% des clients français. Vous êtes tous clients de La Poste. J'ai dit La Poste, je n'ai pas dit la Banque Postale, parce que souvent on me dit non, mais moi je n'ai pas de compte à la Banque Postale. Non, non, je dis La Poste, votre courrier, c'est nous qui vous le distribuons. Donc vous êtes tous nos clients. Et cette entreprise si vieille a pris le virage de l'IA parce qu'on a cette chance d'avoir des dirigeants qui sont très ouverts, qui sont conscients. Et l'impulsion de l'IA au sein du groupe La Poste est venue de deux personnes, du président Philippe Val et de Nathalie Collin, qui est la directrice générale adjointe en charge de la branche grand public et numérique. C'est elle qui a réuni les deux branches pour en faire une seule, parce que le numérique devait servir le grand public. Et tout est parti de là, et on a créé ce pôle data groupe qui est rattaché à la branche grand public et numérique, mais qui sert tout le groupe. C'est-à-dire que quand il y a une idée de data ou d'IA, ou les deux,
aujourd'hui d'IA générative, on vient voir le pôle et on demande de l'aide, de l'accompagnement pour du cadrage, de l'identification d'idées, l'émergence d'idées. Et donc on est là pour ça. Et moi je suis à la tête de la partie innovation, c'est-à-dire que je vais scanner un peu ce qui se passe sur le marché en termes d'innovation et alerter mes collègues en disant j'ai vu ça, j'ai entendu ça, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, est-ce que c'est intéressant? Et par ailleurs je coordonne toute la partie activité liée à l'IA générative. Merci Fatia, très clair. JN, vous avez un micro aussi, hein, il y en a un sur la table. Oui, normalement, on va le voir de suite. Il fonctionne. Il fonctionne. Super. Je m'appelle Jien Karoui, je viens de Randstad Digital, je suis la directrice data et intelligence artificielle au sein de Randstad Digital. Je précise, c'est quoi Randstad Digital? Parce que apparemment, pour la plupart des gens, Randstad, c'est l'intérim. Du coup, il faut savoir, Randstad, il a une présence mondiale. Donc, on est 3,4 millions salariés à travers le monde. C'est un petit pays, mais Randstad, elle a une dizaine de filiales. Et chaque filiale, elle a une spécialisation. Donc, elle a racheté des boîtes qu'elle les a fait rejoindre, que ce soit la boîte, elle est renommée, elle garde son nom by Randstad ou un renommage. Donc, nous, c'était Ausy, racheté par Randstad. On est devenu Ausy by Randstad et ensuite Randstad Digital. Donc, c'est une verticale digitale de Randstad, ce qui signifie qu'on développe des solutions digitales, que ce soit pour nous, pour le groupe, pour les entreprises qu'on a dans les filiales Randstad Digital. Et en plus, on développe des solutions pour des clients, les grands groupes. On peut fournir des plateaux de collaborateurs. Donc, notre intérêt ou notre offre, c'est juste trouver les bons collaborateurs, les bons développeurs pour développer les solutions et ils sont intégrés dans les équipes de nos clients. Soit on prend des projets en engagement de résultats qu'on développe sur une année, 2, 3 dans nos locaux. Les grands groupes, Airbus, Airbus Eco, Thales, Safran, BNP, Naval Group, voilà, on travaille pour tous ces clients-là. Et moi, j'ai la casquette de directrice data et intelligence artificielle à la tête de cette expertise au niveau de l'Europe. Donc, j'ai la casquette en interne pour effectivement le développement, déploiement des solutions en interne et parfois racheter ou choisir les solutions à déployer chez nous. Ça, c'est une première casquette. Et la deuxième, accompagner nos clients à identifier les solutions, à développer des solutions, voire pousser un petit peu l'innovation autour de l'IA data. Et principalement l'IA, quand je cite toute la partie défense, aérospatiale, automobile, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas l'intérim. C'est rien à voir. Et Randstad Digital, c'est vrai, j'ai donné le chiffre par rapport à Randstad. Randstad Digital, on a une présence européenne, plus américaine, Canada, en Inde également pour l'offshore. Et aujourd'hui, on est environ 3 000 en France, 8 000 et quelques en Europe, 33 000 à travers le monde. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Suzanne Robic, donc je travaille dans une association Actis qui intervient auprès d'entreprises pour proposer des prestations d'assistantes de services sociaux, d'infirmiers de santé au travail et de psychologues. Donc nous, notre champ d'expertise, c'est la santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire la santé sociale, physique et mentale. Donc on va accompagner les entreprises, principalement des grands groupes, sur les questions autour de la qualité de vie et des conditions de travail de leurs salariés. Et donc moi, je suis la directrice du pôle projet innovation. J'ai mis en place un comité scientifique dont on a la chance d'avoir Ishraf qui nous a rejoints. Et on a mis en place un projet pilote autour de l'IA. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment l'IA va impacter nos métiers profondément humains. Et puis, on veut aussi voir comment elle va impacter ceux des salariés qu'on accompagne. Merci à toutes les trois. Je pense que c'était important effectivement de remettre un petit peu les noms sur les visages et aussi les entreprises et les enjeux. Donc on va évidemment parler de tout ça. Vous l'avez dit, Fatia, tous les Français sont des clients de la Poste et je pense qu'à peu près tous les Français ignorent que la Poste intègre des solutions IA depuis 2017. Donc ça, c'est quand même un point important. C'est vrai que aujourd'hui, quand on parle d'IA, on y associe l'IA générative avec ChatGPT qui a ouvert ses portes au grand public en novembre 2022. À quel point cette hype, on va dire, de l'IA générative, elle a accéléré, bousculé peut-être la stratégie du groupe La Poste?
Alors oui, effectivement, comme vous le disiez, nous, on a commencé avec l'IA il y a quelques années de ça. On a, parce que l'IA, enfin, 1955 hein, quand même. Hein. Bon, il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 55, peu importe. Mais en tout cas, au sein du groupe La Poste, l'IA nous aide à lire les adresses des courriers, elle nous aide à faire le tri des courriers, elle nous aide à faire la tournée des facteurs, à piloter les bras robotisés qui sont sur les chaînes de tri, à rapprocher un bon de commande de sa facture pour valider ou non le paiement. Tout ça, c'est de l'IA. À proposer de nouveaux postes en termes RH à certains profils. Et donc, ça se fait automatiquement. Et après, il y a l'intervention des RH qui valident ou pas la proposition. Donc, toutes ces solutions-là, elles ont été développées en interne. On a 4 branches au sein du groupe. On a la branche service courrier colis, la branche grand public et numérique dont je fais partie, la banque postale et Géopost. Et ces 4 branches-là utilisent et développent de l'IA. On a fait l'acquisition de 2 startups qui sont aujourd'hui intégrées et qui sont 100% filiales du groupe La Poste. C'est ProBayes, qui est une spin-off du CNRS et de l'INRIA et qui était spécialisée en vision robotique, et c'est eux qui ont développé tout ce qui est sur les chaînes de tri. Et on a une autre start-up qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est Open Value, et qui a été intégrée à DocaPost. Donc l'IA est au sein du groupe depuis de nombreuses années, et ces équipes-là, c'est elles qui nous aident à développer nos solutions. Bien entendu, des fois, on peut faire appel à des personnes externes, mais la plupart de nos solutions sont développées avec Open Value ou ProBayes, qui sont reconnus dans le domaine de l'IA. Et puis, évidemment, est arrivée l'IA générative. Et nous, le groupe La Poste, vous le connaissez comme une entreprise qui distribue du courrier, mais aujourd'hui, La Poste fait beaucoup, beaucoup d'autres choses que de développer du courrier. Bon, vous en entendez parler, distribuer les repas aux parents. Aujourd'hui, on a signé il n'y a pas longtemps un partenariat pour distribuer des médicaments. Là, il y a l'identité numérique, il y a le coffre-fort numérique dans lequel vous pouvez déposer vos documents, vos fiches de paye et ainsi de suite. Donc, vous voyez, La Poste, aujourd'hui, c'est une entreprise tech. Ce n'est pas une entreprise qui distribue le courrier. La partie courrier, c'est la partie la plus faible du chiffre d'affaires de La Poste aujourd'hui. C'est parce que pardon, mais on n'écrit plus, on n'envoie plus de lettres. Donc, à un moment donné, il faut trouver du business ailleurs. Et il y a eu l'IA générative. Alors, on a évidemment regardé ça de près et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, il y a eu des sessions d'acculturation, d'information. On a invité des experts qui ont parlé à l'ensemble des salariés du groupe. Les conférences étaient ouvertes, c'était des conférences en présentiel et à distance pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. La Poste est dans tout le territoire, c'est 240 000 salariés, mais il fallait aussi que le facteur, s'il a envie de savoir ce que c'est que l'IA générative, qu'il sache ce que c'est que l'IA générative. Donc on a fait énormément de conférences pour expliquer aux gens ce que c'était. D'autant que, comme on le disait tout à l'heure, l'IA générative, elle est arrivée dans les discussions des repas du dimanche. C'était plus un truc de spécialiste, c'était vraiment tout le monde pouvait s'amuser avec ChatGPT. Donc, il fallait expliquer ce que c'était. Et ensuite, on a travaillé avec les différentes directions métiers, les juristes, les RH, les commerciaux, le marketing, la com, pour essayer de comprendre où pouvaient être les poches de valeur. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette IA générative pour accélérer le business et pour faciliter le travail au quotidien des salariés du groupe. Donc, on a créé un groupe d'experts internes. On a différentes data office. Dans chaque branche, il y a une data office. Dans les filiales, il y a des data office. On a réuni ces personnes-là qui avaient pris, elles aussi, le virage de l'IA générative et on a travaillé ensemble pour voir quelles étaient les solutions les plus pertinentes et les plus intéressantes, sachant qu'on peut faire plein de choses qui sont de l'ordre du gadget, mais on n'a pas les moyens, entre guillemets, ni moyens financiers, ni moyens humains de faire du gadget. Nous, chaque cas d'usage est étudié au plus près pour valider sa valeur par rapport aux postiers eux-mêmes et par rapport au business et au fonctionnement au quotidien.
Très clair, merci beaucoup Fathia. Jienne, il y a un point intéressant peut-être par rapport à Fathia, c'est que vous le disiez, vous avez fait de l'acculturation, mais tous les postiers n'ont pas ChatGPT dans leurs mains ou un outil développé par la Poste avec de l'IA générative. Ils en ont pas l'usage forcément au quotidien, alors là, on va bien encore faire le distinguo entre Randstad et Randstad Digital. Randstad Digital, vous êtes un peu le fer de lance numérique du groupe, et c'est vous qui porter le projet IA au sein du groupe. Donc c'est grâce à vous que les 3,4 millions d'employés du groupe ont aujourd'hui Gemini dans les mains. Oui. C'est bien ça. Hein. Qu'est-ce que le fait de répandre, et là c'est depuis quelques mois je crois aujourd'hui, et de donner en quelque sorte accès de façon sécurisée, de façon formée, de donner accès à cet outil. Qu'est-ce que ça veut dire de la stratégie du groupe en tant que tel et de sa vision de l'IA générative ? Avant peut-être de répondre à votre question, je me permets quand même de préciser qu'on fait l'intelligence artificielle depuis des années. Donc chez Randstad Digital, chez le groupe Randstad également, tout ce qui est chatbot pour répondre aux questions simples de salariés par rapport au nombre de jours de congé, etc. On a ces solutions-là. Et pareil sur les solutions et également sur la partie sourcing, recrutement, on avait pareil. Mais l'apparition de l'IA générative, c'est pas l'apparition, pardon, c'est plutôt à rendre l'IA générative publique entre les mains de tout le monde fin 2023, a secoué un peu la direction générale de Randstad Digital et qu'on est allé bien sûr voir la direction générale de Randstad au niveau mondial et de dire la stratégie du groupe aujourd'hui, on ne peut pas se priver de l'intelligence artificielle ou de l'IA générative, c'est un outil comme d'autres. Et ça sera bien d'être parmi les premiers, comme un leader mondial de recrutement, de RH, etc., d'avoir cet outil. Mais par contre, il faut le cadrer. L'histoire, elle a commencé par les juristes chez nous. Ils ont dit, non, on va interdire ChatGPT, on va couper, etc. On interdit tout. Ce n'était pas du tout une bonne solution. Et moi, je suis allée porter le message et leur dis, mais vous êtes sérieux ? Vous avez oublié qu'on a le télétravail, que la plupart des collaborateurs, 2-3 jours, ils sont chez eux, ils ont leur PC perso, leur téléphone, ils peuvent y utiliser. Qu'est-ce que vous allez couper ? Ce n'est pas une bonne solution. Donc la stratégie, c'était comment déployer l'IA générative et la mettre entre les mains de tous les salariés, les 3,4 millions aujourd'hui. Donc on a commencé fin 2023. Donc on a commencé par une petite population. Donc, qu'on était des bêta-testeurs pour tester pas mal de solutions, etc. Ensuite, on a opté, c'était la décision du groupe. Ils ont opté pour la solution Gemini de Google parce qu'on utilise déjà la solution Google au niveau international. Donc, de point de vue pur économique, c'était le meilleur choix. Et après, l'adoption, c'était compliqué. Donc, c'était un gros investissement de groupe. Donc, ils ont dit, OK, on le met entre les mains de tout le monde. Mais derrière, au début 2024, on n'a même pas 40% d'utilisateurs. Donc, ils ne veulent même pas regarder. Et du coup, effectivement, je rejoins la Poste également. Donc, on a commencé par des webinaires, par des conférences d'acculturation. Comme on parle de cloud, data, on parle aussi de cybersécurité. Mais on s'est dit, tous les 3 mois minimum, on doit organiser un événement mondial, webinaire, à distance. Selon les fuseaux horaires, on duplique. Pour parler d'IA générative. C'est quoi l'IA ? Déjà. On a mis en place également des formations. Donc la plupart, ils se sont mis à se former, à s'acculturer, à se certifier pour pouvoir l'utiliser. Mais on s'est retrouvé encore avec une population qui refuse. Même de faire les formations. Formations gratuites, certifiantes, il ne veut même pas en parler. Regardez. Et là, c'est vrai, on a fait des études en interne, mais et sur une population, on comprend le pourquoi, mais sur une autre, là, et je vais m'expliquer. Sur la population, ça s'approche de la retraite, ils ont leur méthode de travailler, même côté développement, il a ses propres manières, il a du mal à changer sa façon de faire et d'utiliser l'IA générative. Donc, c'était un refus catégorique. Non, mais il me reste 5 ans, moi, vous me rajoutez ça, non, je ne veux pas utiliser. Mais ce qui est hallucinant aujourd'hui, qu'on a la plupart des hommes, quand on regarde les stats chez nous, les hommes utilisent pas mal l'IA générative dans le quotidien, mais pas les femmes.
Et là, apparemment, c'est pas que chez nous. Ah, ça Donc, va résonner là avec la ouais. discussion qu'on va avoir Et avec c'est Suzanne. effectivement, donc c'est Mm. pas que chez nous. Du coup, on s'est décidé d'organiser également des marathons, des hackathons en interne, des compétitions, etc., pour encourager tous les salariés à découvrir, mais avec l'esprit de jeu compétitif, pour activer, si j'utilise toujours le terme adoption, par plusieurs façons de faire. Mm. Et on est arrivé à la décision de février cette année de le mettre entre les mains de tout le monde. Et aujourd'hui, on a environ 80% d'adoption, d'utilisation, et toute la population, hein, ingénieurs, développeurs, recruteurs, RH. Nous, on a RH, c'est différent par rapport aux recruteurs qui sont des chasseurs de tête, etc. L'équipe juridique, ils étaient contre. Hein. Donc là, ils sont demandeurs de solutions en IA. C'est contre toute la partie finance, également tous les départements. Et ça, c'était une décision, je peux dire, top-down. Donc vraiment, il faut avoir la solution. On va la déployer à telle date. Mais les équipes, moi, et je n'étais pas toute seule, parce qu'on a des équipes spécialistes d'éthique à travers le monde également, des spécialistes RGPD, etc. Donc on a accompagné cette stratégie sur plusieurs phases entre décembre 2023, février 2025, pour arriver à ce déploiement qu'aujourd'hui réussit, mais on n'a pas fini. Donc il faut... J'y ajoute deux questions, parce que tout à l'heure, Zied et Julien sont intervenus sur un point important, c'est le fait d'utiliser potentiellement l'IA pour faire du tri de profils, de candidatures, donc chose à laquelle vous avez été directement exposé, puisque lorsqu'on a échangé pour préparer cette table ronde, vous m'aviez dit que Randstad avait travaillé sur une IA et qu'en fait, on a abandonné. Vous l'avez abandonné. Ouais. Effectivement, donc Randstad, dans le monde de sourcing recrutement, ils se sont dit pour être un leader mondial, etc., se démarquer par rapport aux concurrents, aller plus vite, attirer les talents, les trouver beaucoup plus rapidement que les concurrents. On va développer une solution interne pour le sourcing, pour recruter, mais en plus pour faire le matching. Le matching, ça veut dire la correspondance automatique entre un profil, un CV et un besoin, donc une fiche de poste. Et ça concerne Randstad d'une manière globale. Du coup, ils ont fait appel à pas mal de petites boîtes, à des startups européennes. Ils se sont dit, on se met autour de la table. Chacun, il dit, j'ai un bon modèle, c'est du deep learning, donc c'est la boîte noire. Et on va développer une solution. Lorsqu'on a commencé à la déployer en Europe, en Amérique, Canada, et on a commencé à utiliser les premiers résultats qui sont sortis, pas mal de billets. Donc, il y a les CV d'hommes qui sortent plus que les CV de femmes, sachant dans des métiers côté Randstad, même sur les infirmières, etc., où on sait très bien qu'on a une bonne population féminine, bizarrement, l'outil ne la sort pas. Et en plus, ils proposent des CV de certains pays et régions, origines, davantage que par d'autres. rapport à d'autres. Donc, on s'est dit, non, avec les équipes éthiques et nous, côté expertise aussi, on leur a dit, écoutez, ça c'est OK, ils ne veulent pas nous donner la main sur la boîte noire et en plus, on sait très bien que l'apprentissage, il a été fait sur des données pas balancées. Donc, on sait très bien le problème d'où il vient. Et Randstad s'est dit, non, je ne vais pas mettre à l'échelle cette solution, je ne vais pas la déployer dans tous les pays. Donc, on a testé dans 5 ou 6 pays et on a décidé d'arrêter en 2019. Donc c'était non, on revient au manuel. Donc on a les équipes, ils vont recruter comme d'habitude, ils vont aller chercher, chasser sur LinkedIn, les plateformes, etc. Jusqu'à maintenant, l'arrivée de l'IA générative, de solutions un peu plus robustes, etc. Il y a des boîtes plus spécialisées. Et Randstad, mère, elle a décidé de faire l'acquisition d'une boîte américaine qui s'appelle Torque, qui est l'une des meilleures boîtes américaines dans le recrutement et le matching, qu'ils ont un modèle performant et qui résout ces biais. Donc bien sûr, ils n'ont pas... Et en plus, pourquoi l'acquisition d'une boîte et pas une solution? On a la main sur la boîte noire. Elle nous appartient. Donc on peut modifier, on sait très bien ce qui se passe à l'intérieur, etc. Aujourd'hui, on a une problématique. Torque, elle n'est pas rentrée en Europe. Elle n'est pas compliance RGPD. Elle n'est pas compliance IA Act. Donc, du coup, ils sont en train d'essayer d'entrer en Europe. Donc, les gouvernements des différents pays européens avec lesquels ils ont échangé, ils étaient très exigeants face à une boîte américaine qui va entrer en Europe, s'installer. Donc, malgré qu'il s'appelle Torque by Randstad et on est présent en Europe, il faut absolument qu'ils s'installent en Europe.
Et les paperasses, la procédure, etc., les gouvernements, là, ça rejoint un peu la table ronde de tout à l'heure, on complexifie. Parfois, l'administratif, il est complexe. Ça prend minimum 2 ans. Donc aujourd'hui en Europe, on utilise l'IA, générative l'IA, pour le sourcing, pour le matching, mais surveillé par l'humain, et principalement pour la rédaction de fiches de poste d'une manière beaucoup plus rapide, la publication rapide sur le site web, sur LinkedIn. Pareil, ça aide aussi les recruteurs à rédiger des messages sur LinkedIn plus attractifs, mais il n'est pas à 100% de bout en bout géré par l'IA. Et ça, c'est une décision aussi et une prise de conscience du groupe, qu'à un moment, ils ont dit « Ah ben non, nous, en tant que groupe mondial, on ne va pas autoriser d'avoir une solution qui... Il y a pas mal de billets. Voilà, ça nous arrange pas. » Non, mais on voit quand Même même sur que, l'image... que ce soit à la Poste ou au sein de Randstad et Randstad Digital, on voit que l'IA influe quand même sur les métiers et sur les modèles économiques. Donc là, je pense Oui. qu'effectivement, on a une bonne visée de l'impact que ça peut avoir. Avec Suzanne, on va peut-être moins parler du modèle économique d'Actis, puisque le projet que vous portez ne va pas chambouler il va peut-être chambouler certains métiers, mais en tout cas, il ne va pas chambouler votre façon de le faire. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce que vous allez proposer aux assistantes et aux infirmiers de Actis, et aussi voir un petit peu comment Actis, à travers ce projet, se projette comme une association augmentée par l'IA, puisque Actis fait partie d'un réseau d'entités, le réseau Récif, et vous en êtes un peu l'éclaireur du numérique. Donc ce que vous menez avec votre projet pourrait faire tache d'encre et être répandu après au sein du réseau. Donc effectivement, aujourd'hui, on expérimente avec Roua qui est ici et Ishraf. On a fait... déjà, on est parti des besoins des assistantes de service social, des infirmiers de santé au travail. Et Ishraf détaillera plus largement cet après-midi, mais là, l'idée, c'est de leur proposer un outil documentaire, donc basé sur notre propre documentation, qui est travaillée par nos conseillers techniques, et d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc on n'est pas sur de l'IA qui va concurrencer l'humain, on est vraiment sur de l'IA qui va permettre de l'outiller. Et vous parliez du rôle d'éclaireur. En fait, pour être éclaireur, il faut être éclairé. Et aujourd'hui, nous, à travers ce projet pilote, notre but, c'est de s'acculturer, d'acculturer l'ensemble de nos salariés sur la thématique de l'IA. Et puis, c'est aussi d'être éclaireur pour nos adhérents. Nos adhérents, ce sont des grands groupes, mais en fait, même si tout le monde parle d'IA, c'est Caroline, je crois, qui le disait tout à l'heure, personne ne sait comment y aller. Et du coup, eux aussi se posent des questions parce que cette IA, elle va venir modifier les conditions de travail des salariés. Et si on ne part pas du besoin du salarié, finalement, on peut avoir, avec les meilleures intentions du monde, des effets délétères. J'ai vu une étude qui a été faite au sein d'une assurance. L'idée, c'était d'équiper les agents d'un outil et pour leur permettre d'être plus en contact, d'avoir plus de temps en contact avec les bénéficiaires. Donc l'idée, elle était très bonne, c'est de dire le cœur de métier des agents, c'est d'être en contact avec le bénéficiaire, de lui apporter des conseils. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet délétère qui n'avait pas été prévu, qui était que ces agents, ils étaient en permanence soumis à des demandes avec une forte contrainte émotionnelle. Et que jusque-là, des tâches perçues comme à faible valeur ajoutée leur apportaient une respiration dans la journée, leur permettaient de disséminer la charge émotionnelle et de ne pas être forcément 100% du temps dans des rôles face à une personne qui pleure, face à une personne qui est en souffrance. Et finalement, il y avait cet effet délétère qui n'avait pas été prévu. Et donc, nous, notre but sur cette étude pilote, c'est d'y aller doucement,
prudemment, mais de pouvoir faire des allers-retours, du test et d'avoir cette vraie vigilance sur les conditions de travail et sur la santé physique, mentale et sociale des salariés. C'est vrai que là, on est sur un métier qui est profondément humain. Quelle base préalable vous avez posée pour que vous êtes arrivé avec un projet IA, donc chose qui peut susciter de la crainte, de la colère. Comment vous y êtes arrivé pour instaurer en quelque sorte un dialogue constructif et apaisé? Parce que c'est vrai que rien que le terme d'IA générative peut assez vite donner un peu de couleur au débat. Oui, effectivement. J'en profite, pardon. C'est vrai que Fathia et Gienne, c'est, j'imagine, un sujet qui vous concerne aussi. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir. Pardon, Suzanne. Je pense que vous aurez le même constat quand on commence à parler d'IA. Le premier réflexe pour des gens qui ne connaissent pas le sujet, ça va être de se dire on va me remplacer. Et donc c'est effectivement les premières réflexions qu'on a eues dans notre association. Et donc la méthode apportée par Ishraf, c'était de partir de l'ADN du métier, c'est-à-dire de faire un atelier où on va cartographier les missions de l'assistante de service social, de l'infirmier de santé au travail, sans parler d'IA, mais de dire quelles sont vos missions, quel est votre quotidien, et qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on vous enlève, qu'est-ce qui fait vraiment tout le cœur de votre métier. Et ce qui revenait dans les deux cas, c'est vraiment l'interaction avec le salarié. Et là-dessus, on s'est dit, OK, sur cette interaction, on ne viendra pas mettre de l'IA. On aurait pu dire, on enregistre les entretiens, comme ça fait des comptes rendus automatiques, etc. Mais là-dessus, finalement, on s'est dit, il y a trop de freins. Et par contre, là où l'IA pourrait apporter quelque chose, c'est sur ce qui est perçu comme une contrainte par les salariés, donc l'administratif, mais aussi aller chercher de l'information. Donc il faut vraiment partir de ce que le salarié se représente lui-même comme les forces de son métier et comme les aspects où lui, il aimerait voir une amélioration. Oui, donc de façon à ne pas dénaturer le cœur de métier. Est-ce que vous êtes aligné avec cette façon d'approcher et d'amener le sujet sur la table? Oui, tout à fait. Il y a vraiment cet aspect, on doit rassurer, on doit expliquer ce que c'est, comment ça ne peut pas remplacer. On le voit avec l'entreprise Klarna, qui a remercié tous ces salariés qui s'occupaient de la relation client pour les rappeler quelques mois plus tard, parce que la relation client était comme ça, parce qu'à un moment donné, l'humain doit être au centre. Quand on discute avec un humain, ça ne peut pas être une machine et un humain. Et il faut qu'il y ait un humain quelque part. Alors, l'IA pour gérer un bras robotisé ou un robot qui se déplace dans une usine, fine. Mais quand on est dans la partie relationnelle, l'IA toute seule, ça ne peut pas aller. Et donc ça, il faut l'expliquer. Il faut expliquer aussi comment ça fonctionne. C'est compliqué parce que c'est très tech. Donc il faut être en capacité de vulgariser suffisamment pour que tout soit perçu et bien perçu. Parce qu'on se fait tout de suite un film et c'est la peur qui fait qu'on refuse et on freine. Nous, on a déployé une solution pour des commerciaux de télévente de la branche service courrier-colis. Ils étaient assez partants, hein, ils étaient assez partants, mais il y avait quand même 3% d'entre eux qui disaient... Viscéralement opposés. Non, mais c'est bon, moi je sais comment faire, je n'ai pas besoin de ton machin. Alors que globalement, il s'agissait de répondre à un client, donc d'aller chercher l'information dans une base de données. On ne la trouvait pas, donc on appelle le collègue qui ne sait pas, on appelle un autre. Donc pour une question, on a dérangé 3 personnes et on a passé 1 heure. Là, avec la solution qu'on leur a développée, clé en main, ils interrogent la machine, ils ont la réponse tout de suite avec toutes les sources dans lesquelles ils ont l'outil a trouvé la réponse. Donc ça leur permet de vérifier parce qu'on leur explique bien que, attention, l'IA, voilà, elle peut faire des erreurs, donc vérifier. Et ensuite, ils demandent à l'outil de préparer le mail de proposition commerciale.
Et là, ils sont ravis. Et aujourd'hui, la solution est plébiscitée et tout le monde en est très content. Et on est sollicité tous les jours par des personnes qui disaient moi, quand est-ce que je l'ai? Mais ça ne s'est pas fait comme ça. On a mis en place tout un programme d'accompagnement du changement parce qu'il fallait expliquer comment ça fonctionne, il fallait vraiment rassurer. Encore une fois, c'est le mot parce que, comme le disait Caroline tout à l'heure, Terminator, hein. L'intelligence artificielle pour les gens, c'est Terminator. Donc ça va me tuer à un moment donné, ça va prendre le contrôle sur ma machine, ça va détruire la Terre. Donc c'est ça qu'on avait comme image de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on leur dit, non, ça va être dans ton ordinateur et ça va t'aider à... Ah non, moi, j'en veux pas. Donc il y a vraiment cette partie acculturation, si on l'oublie, alors on n'est pas au résultat. On n'a pas de bons résultats. Donc pédagogie, beaucoup de pédagogie, beaucoup de démonstrations, c'est ça. Il faut aussi montrer que l'IA peut être utile, et tout en fixant, j'imagine, les limites et en montrant qu'elle peut faire des erreurs. Oui. Jeanne, vous avez été confrontée Oui, effectivement, on s'est confronté aux mêmes problématiques. Et peut-être je vais vous donner un exemple, ça il me revient. Malgré que c'était dans le domaine de la tech, c'était un ingénieur en informatique, on a eu des cas avec l'apparition de ChatGPT entre les mains de tout le monde, l'application fin 2023. J'ai entendu parler des ingénieurs qui sont en dépression et on a un cas carrément qu'il n'arrive pas à sortir de son lit parce qu'il pense que l'IA, elle va prendre son poste. C'est là, effectivement, avec les conférences, les webinaires, on fait l'acculturation, on explique c'est quoi l'IA générative, on montre aussi la performance, mais en même temps, on a fait en sorte de montrer les limites. Et moi, ce que je dis à chaque conférence que je fais, je leur dis arrêtez de regarder Netflix. C'est vrai. Pour eux, elle va les tuer, les robots, ils vont prendre le pouvoir sur la planète, etc. Je leur dis, mais arrêtez de regarder Netflix. Et avec l'acculturation, leur montrer la limite, comment l'IA générative ou l'IA d'une manière globale, elle ne peut pas remplacer finalement ce qu'il fait au quotidien de bout en bout. Et ça commence pareil avec les métiers, par l'acculturation, mais en plus les ateliers aussi d'échange avec eux. Et moi, la première question que je leur pose, quelles sont les tâches qui sont fastidieuses, répétitives, que au bout des mois, des années, vous n'avez plus envie de faire vous-même, ou vous avez envie de recruter un petit stagiaire pour qu'il fasse ces tâches parce que vous n'avez pas envie. Et dès qu'il commence à les identifier, à nous donner, et là on identifie les use cases, et dès qu'on leur dit, ah oui, ça on peut automatiser, on peut déployer l'IA pour vous libérer de ça. Et un peu, nous, le message qui a été porté aussi par notre direction générale et qu'on l'a porté, côté pareil expertise dans les messages qu'on a passés, on leur dit on préfère qu'un salarié ait fait une pause café que faire des tâches qu'il n'a pas envie de faire chaque jour. Et également, on a exposé également la stratégie en parallèle pour montrer que le déploiement aujourd'hui de l'IA chez nous, il a un objectif de se démarquer sur le marché, pour des raisons de concurrence, pour changer un peu le business model aussi, d'aller beaucoup plus loin, donc pour gagner en productivité, et ce n'est pas l'idée de supprimer des postes et les remplacer. Donc un peu de transparence aussi par rapport à pourquoi on le déploie. J'ajoute une petite question, mais elle est peut-être pour vous trois. On parle de formation, on parle de placer les limites. On l'a vu, les limites des modèles évoluent quand même, leur capacité ne cesse de progresser. Et quand on parle de formation, Ishraf ce matin a parlé du besoin de formation, mais on parle d'une formation à un temps T. Or, un an plus tard, les outils ont considérablement évolué, leurs compétences aussi. Comment on instaure cet esprit de formation continue, mais aussi, parce que c'est vrai que les peurs qui sont valables en 2023, vous leur dites, mais non, vous inquiétez pas, l'IA ne sait pas faire ça, elle est limitée, mais peut-être qu'en 2026, l'IA saura le faire. Donc j'imagine qu'il y a un travail à maintenir, et un dialogue à maintenir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut jamais... on peut jamais lever le pied, en fait. On peut jamais dire, bon, ça y est, c'est fait, on va passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. En réalité, bien, sur le plan de la formation, ça reste de la formation continue, mais il faut être très prudent et il ne faut pas orienter vers une formation à l'outil. Parce que là, lequel on choisit ?
Si je les forme sur ChatGPT, Gemini, je ne sais pas, Mistral, lequel je choisis. En fait, il faut vraiment les former sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est la première étape, parce que c'est là qu'ils vont comprendre que, d'abord, ça ne peut pas les remplacer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire marcher le système. Et ensuite, ça permet de comprendre, de mieux mesurer ces notions de biais dont on a parlé, les erreurs, les hallucinations dont on parle aussi régulièrement. Et évidemment, quand il y a de nouveaux concepts qui apparaissent, que je pense aux agents par exemple, eh bien là, il faut revenir et expliquer en disant, il y a un nouveau concept qui est apparu, et blablabla, et blablabla. Moi, c'est ce que je fais. J'organise ce que j'ai appelé les petits-déj de l'IA générative, une fois par mois, mardi matin, 9h à 10h, avec des croissants et du café. Voilà, donc ça les fait venir, et je vous assure qu'ils en redemandent. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, donc on présente l'état actuel des choses, notamment quand DeepSeek est sorti, là on en a parlé, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'était. On leur présente un nouvel outil, on fait un focus sur un nouvel outil et une démo. Et ensuite, il y a un expert qui vient expliquer comment lui, il fait dans son entreprise. Parce que le regard externe, c'est toujours très intéressant. Nous, on est tous dans nos entreprises, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et encore plus, moi oui, mais la personne qui est sur une ligne de tri, elle ne sait pas. Donc, moi, je lui explique que, voilà, dans telle entreprise, comment l'IA ou l'IA générative est utilisée. D'ailleurs, au sein du groupe La Poste, l'IA, vous êtes un peu agnostique, c'est ça, hein, vous faites appel à différentes IA Oui, tout à fait. On a développé, nous, notre propre solution, notamment grâce à Probayes. Donc, on a un Secure GPT qui fait de la fouille documentaire pour les commerciaux, notamment. Et on teste différentes solutions. Donc, derrière ce Secure GPT, il y a soit GPT-4o, soit Gemini, soit Mistral. On teste les solutions et on choisit celle qui est la plus pertinente, puisqu'elles sont toutes bonnes, entre guillemets, mais elles ont toutes un avantage ou un défaut. Et donc, on va choisir celle qui va bien en fonction du besoin. Ce qui m'amène à un choix technique, un arbitrage que vous avez fait et qu'on va explorer avec Ishraf cet après-midi, c'est celui de partir sur une IA open source et frugale, donc on va dire peu énergivore. Cet arbitrage, donc on en explorera peut-être la dimension technique avec Ishraf, mais vous, c'était une volonté de responsabilité, une volonté peut-être aussi de ne pas confier certaines données à des interlocuteurs étrangers. Enfin, comment est-ce que c'est vous qui avez fixé cette ligne, ou est-ce que c'est la direction qui ne voulait pas entendre parler d'interlocuteurs tiers? Non. En fait, dans cette IA qu'on va tester, normalement, il n'y a pas de données qui vont concerner des salariés. Donc, il n'y avait pas cet objectif. En revanche, nous, on est une entreprise labellisée EcoVadis, dans une démarche RSE. On est en train de former toutes nos équipes à la fresque du climat. Et du coup, c'était vraiment un objectif de cohérence, de dire on ne peut pas d'un côté prôner la sobriété et de l'autre dire on fait un test pilote et sur quelque chose de très énergivore. Et donc c'est Ishraf aussi qui est arrivé avec ce concept de frugalité qui reste nouveau, qui n'est pas encore bien connu, il me semble, dans les écoles d'ingénieurs. Et du coup, c'était aussi l'occasion de proposer un projet pilote en phase avec nos valeurs. C'est vrai que vous avez aussi un projet très spécifique avec une mission où, en gros, vous allez piocher dans une base de données, alors que j'imagine que dans des grands groupes, Gemini, qui est utilisé au sein de Randstad, il va être employé par un chef d'agence, un conseiller et des développeurs. Donc, c'est des usages très, très différents. Mais c'est intéressant de voir effectivement la dimension, l'alignement avec la ligne directrice d'Actis. Mais en parallèle, on va aussi former les équipes à l'usage des outils d'IA générative. Mais comme tu le disais, on ne va pas former à un outil. On va former à qu'est-ce que l'IA et quel paramétrage il faut mettre en œuvre, quel que soit l'outil qu'on utilise pour sécuriser ces données. Qu'est-ce qu'on ne mettra jamais dans un outil. J'ai une question peut-être aujourd'hui sur la confiance. On a vu la confiance des utilisateurs. Là, il y a la confiance, la confiance des employés, des salariés. Comment leur inspirer confiance? Là, on va parler peut-être de la confiance
des clients. Alors, vous avez des entreprises clientes et le fait d'utiliser de l'IA, j'imagine, ça a peut-être posé des questions, ou ça le fera peut-être à un moment. Du côté de la Poste, bon, on l'a dit, les utilisateurs ne le savent pas forcément, mais vous êtes un intermédiaire de confiance, et l'intermédiaire de confiance par excellence, puisque notre courrier, c'est nos impôts, c'est nos informations, nos informations personnelles. Est-ce que vous avez un discours, ou est-ce que vous anticipez justement un discours pour dire on utilise de l'IA au sein du groupe La Poste, et vous inquiétez pas, on fait les choses proprement? On fait plus que anticiper, on fait plus que le discours. On a une charte. On a une charte data et IA de confiance qui est signée par le président du groupe et par tous les membres du COMEX. C'est une charte qui a été travaillée avec les juristes du groupe, avec les DPO, avec les équipes techniques, et dans lesquelles on garantit qu'on va respecter un certain nombre de règles, notamment toute la partie éthique, sécurité, recherche de biais, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a une équipe en interne qui a travaillé sur un dispositif qui est à 2 étages. Pour tous les systèmes AI qui sont développés au sein du groupe La Poste, il y a un premier filtre qui permet de dire à quel niveau de risque de l'AIA Act se classifie le système qu'on est en train de développer. Et ensuite, on passe un second filtre qui dit, sur ce niveau de risque, voilà votre système AIA, tous les points qu'il va falloir corriger. Et c'est avec une boucle de rétroaction, donc à chaque correction, on repasse le filtre, et ce sont les DPO des branches ou de la filiale, plus le CDO de la branche ou de la filiale, plus le CDO du groupe, qui décide, in fine, go, no go, selon le risque. Et ça, comme vous le dites, La Poste, premier partenaire de confiance des Français, si on fait une petite brèche dans cette confiance, c'est perdu. Et ça commence par nos propres salariés. Donc nos propres salariés connaissent ce dispositif. Alors évidemment, les directeurs de projet, les chefs de projet, les DPO, ils trouvent ça assez lourd. C'est vrai. On a énormément simplifié le dispositif pour que ça aille vite, mais c'est no way. Et là, ne serait-ce qu'hier, j'étais avec les juristes et le DPO groupe en train de travailler le document qui va être envoyé à tous les CDO et à tous les DSI du groupe pour leur dire attention, la nouvelle réglementation de l'AIA Act entre en vigueur, et blablabla, et blablabla, et voilà tout ce que vous devez faire. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, je vais me faire petite dans les couloirs parce que je vais me faire... Voilà, mais en même temps, moi qui suis dedans, je suis très contente. Je suis très contente. Alors c'est sûr que l'AIA Act est très critiqué, c'est des règles, machin, mais je pense que les gens ne mesurent pas à quel point on a la chance d'être protégé. Et ça, c'est important de le reconnaître. Oui, c'est contraignant, oui, ça peut freiner sur certains aspects, mais moi, je suis contente d'avoir un cadre. Ah oui, oui. Oui. On voit tout ce qui est fait négativement avec l'IA générative aujourd'hui, toutes ces personnes qui se sont faites avoir à cause de l'IA, oui, il y a peut-être un peu de régulation à faire dans tout ça, quoi. Jienne, on a fait un petit tour tout à l'heure des clients de Randstad Digital. Parmi ceux-là, il y en a qui viennent ou qui sont dans des secteurs, on va dire, plutôt sensibles. Quand on ramène un Google et un Gemini dans la danse, comment vous remettez de la confiance? Comment vous leur dites, vous inquiétez pas, on va faire attention à vos données sensibles? Donc nous, ça rejoint un peu ce que La Poste ils ont mis en place depuis début 2024. On a mis une charte sur la partie IA générative. Ça, c'était un premier pas du tout suffisant pour nos clients, mais c'était plutôt pour nous en interne, c'était un premier pas. Ensuite, on a mis en place un guideline aussi de use case avec des exemples, que ce soit pour les commerciaux, l'équipe marketing, l'équipe développeur, etc., avec des flags, donc red flag, green flag, ou pareil, un flag de couleur orange, donc ce qu'on peut faire, pas faire, ou attention, avec des cas. Et bien sûr, on l'a décliné parce qu'on a la problématique au début que ce qui est venu de l'Amérique, il y a des use cases, non, c'est pas compliance avec l'IA Act en Europe.
Ça, c'était les premières étapes qu'on a réalisées en 2024. Donc 2024, nos clients, ils sont encore un peu frileux par rapport à l'IA générative. Ils sont en train de tester. Ce qui est arrivé en 2025, donc on a des clients, j'ai cité certains tout à l'heure, qui nous incitent aujourd'hui à utiliser l'IA générative et surtout dans le développement logiciel pour gagner en productivité, pour aller plus vite, etc. Mais ils nous disent à condition, vous devez nous garantir tous les données, ils doivent rester chez vous. Donc on a un aspect contractuel et bien sûr c'est confidentialité de 10 à 20 ans, par exemple avec Airbus, c'est 20 ans de confidentialité. En plus, vous devez garantir que les données, tout ce que vous développez pour moi, ne sera pas réutilisé pour le réentraînement de l'IA. Donc, c'était un peu le frein. Et ça a modifié avec les équipes juridiques. Il y avait des modifications dans les contrats qu'on a avec un Airbus, un Safran, un Thales, un Naval Group, etc. Et on a pris la décision de prendre le modèle Mistral, un des modèles Mistral, en promise. Donc, nous, côté Randstad Digital, on a nos data centers en France, dans 2 localisations, Paris et Toulouse. On a acheté les serveurs qui vont avec les bons GPU, etc., donc sur mesure. Et on a déployé le mois dernier un modèle de Mistral en promise chez nous, ce n'est pas une solution cloud, et qui répond aux exigences de ces clients-là. Donc c'était la solution qu'on a trouvée pour isoler un peu les projets que ce soit critiques où on a un aspect contractuel imposé par ces clients-là. Ouais. Merci beaucoup, JN. De votre côté, Suzanne, de quel œil le groupe Récif voit-il cette initiative? Et est-ce qu'il est plutôt curieux, plutôt craintif, ou il attend de voir si jamais vos assistantes sociales et vos infirmiers s'emparent de l'outil et s'ils en sont satisfaits? Je pense qu'aujourd'hui, au sein du groupe Récif, il y a beaucoup de curiosité sur les possibilités de cet outil. Après, effectivement, il y a une vigilance. Donc nous aussi, on a mis en place une charte éthique. Mais dans notre comité scientifique, on a aussi la chance d'avoir un professeur en sociologie, Gilles Herreros, qui me disait cette semaine, en fait, il faut faire aussi attention aux chartes qui sont souvent lues que par les personnes qui l'ont les écrites. écrivent. Et du coup, cette charte, il faudra la faire vivre. Donc on va mettre en place aussi un comité IA pluridisciplinaire avec des élus, des membres de la direction, des managers intermédiaires, des assistantes de service social, des infirmières, pour aussi que ce comité puisse être sollicité par tout salarié qui se poserait des questions sur son usage, mais aussi sur le contour éthique, et puis aussi par nos partenaires. S'il y a des bénéficiaires, s'il y a des adhérents qui questionnent nos usages, il pourra aussi solliciter ce comité éthique. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça, ça doit être une déformation. Je garde toujours la question la plus importante pour la fin, alors que je n'ai pas toujours le temps de la poser. Mais là, c'est vraiment une question pour vous trois, et je pense qu'elle va résonner avec l'introduction, ce qu'on a dit sur la valeur de l'IA. Qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle apporte de la productivité? Est-ce qu'elle réduit les coûts? Est-ce qu'elle apporte du confort de travail? Quels sont les critères que vous avez fixés avec vos directions pour déterminer si ça valait les moyens de déployer l'IA au vu des coûts que ça a pu engendrer et des coûts que ça continue d'engendrer, puisqu'on a dit, c'est de la pédagogie au quotidien et c'est de la formation, c'est du dialogue. Et en plus, l'outil, il va falloir continuer à former, mais il va aussi falloir peut-être l'adapter, puis si jamais demain un nouveau modèle européen est mis en place et permet de cocher toutes les cases, il va falloir l'adapter à vos infrastructures. Moi, il y a une phrase de Jian qui m'a beaucoup parlé tout à l'heure. C'était quand tu as dit on préfère que les salariés aillent prendre un café que de faire des tâches fastidieuses. Aujourd'hui, nous, on ne cherche pas forcément à gagner en productivité. On a la chance d'être une association et d'avoir aussi cette marge de manœuvre dans nos choix. Mais nos critères, ça va être la montée en compétences des équipes. Ça va être l'appropriation des outils et puis ça va être le respect des règles éthiques liées à nos métiers. Et si tout ça est respecté, on imagine que nos salariés ils vont gagner aussi en qualité de vie et dans leurs conditions de travail. Fatia?
Oui, c'est notre priorité, la qualité de vie au travail, hein, très honnêtement. Ce n'est pas du discours politique. Quand mes collaborateurs me disent oui, bon, on va améliorer leur productivité ou on va augmenter leur productivité, je dis mais on ne peut pas dire ça parce qu'on est en train de leur expliquer qu'ils ne sont pas assez productifs. Et on ne peut pas leur dire ça, c'est pas bien. Vous allez travailler mieux, mais ça veut dire qu'ils travaillent mal. Donc, ce sont des discours qui sont très négatifs. Et en réalité, je le vois avec les commerciaux qui sont les premiers à expérimenter à 100% notre nouvelle plateforme. Ils sont mais heureux parce qu'ils arrivent à faire très bien et très vite. Et c'est ce qu'ils voulaient et c'est ce dont ils avaient besoin. Donc aujourd'hui, on va déployer une solution si elle concerne un certain nombre de personnes. S'il y en a 50 qui demandent un truc, non, là, le périmètre, il est trop petit et on ne va pas mettre cet effort humain et financier pour déployer une solution qui va concerner que 50 personnes. Ça tombe sous le sens. Mais en revanche, s'il y a vraiment des pain points quelque part dans le process ou dans le workflow et que l'IA ou l'IA générative peuvent aider, alors on va y aller parce que ça va améliorer leur quotidien. Et un salarié qui est bien dans son boulot, il est bien et l'entreprise est bien et le client est content. Voilà, et c'est ça le moteur en réalité. Donc l'IA n'est pas intégrée comme un facteur de croissance au sein du groupe. Bien sûr que si, bien sûr que si. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas parce que là, aujourd'hui, les commerciaux, ce qu'ils nous disent, c'est que comme ils arrivent à faire plus de contacts, comme ils arrivent à mieux répondre à leurs clients, il y a une meilleure satisfaction client, donc il y a plus de ventes. Donc par ricochet, oui. Et on va pas dire, on n'est pas une entreprise philanthropique là. Hein. Donc il faut qu'on compense. Je vous rappelle ce que vous n'écrivez plus. Donc forcément, à un moment donné, on a une problématique business. Donc oui, mais on ne peut pas atteindre un bon business, de mon point de vue, juste en fouettant les salariés, en leur disant « Allez, plus vite, plus vite ». Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Merci Fathia. JN, de votre côté ? Oui, de notre côté, on va pas se mentir. Si un groupe il a fait un tel investissement pour 3 et quelques millions de salariés, c'est pour gagner en productivité, c'est pour faire du business, plus de business, avec de bonne qualité, plus vite. Mais c'est vrai, par rapport au discours qu'on amène aux équipes, etc., ça ne veut pas dire qu'on leur met l'IA pour qu'ils produisent plus, on leur passe le message. Je suis d'accord avec Fathia pour leur dire sans l'IA, vous travaillez mal, ce n'est pas le message, mais plutôt utiliser l'IA pour produire peut-être plus vite, plus rapidement, mais en même temps que vous avez une meilleure qualité de vie au quotidien. Parce que les heures, commencer à 9h, à 18h ou 19h et vous n'avez pas finalisé vos tâches, c'est un peu fastidieux parfois. Donc on sait très bien qu'on a des deadlines par rapport au business, etc. Et parfois on se trouve avec des équipes qui travaillent même des heures sup pour atteindre l'objectif. Donc l'objectif, le message qu'on leur passe, on vous met à disposition l'IA pour éviter que vous vous retrouvez dans des situations de stress ou de pression pour atteindre des objectifs avant des deadlines. Donc, pour vous aider à votre quotidien et vous libérer. Mais on ne va pas se mentir, les KPI et les ROI, c'est le gain en productivité derrière. Et ce discours, il passe auprès des syndicats Oui, le CSE, ouais. Alors, il passe... c'était très compliqué au début. Ils étaient contre, carrément. Hein. Donc nous, on avait un CSE en France, ils voulaient carrément arrêter l'IA générative, l'IA. Ils se sont opposés d'une manière très ferme. Mais après, avec la direction générale, on a pris l'initiative d'avoir un discours social avec eux, d'expliquer aussi le pourquoi, le comment, les objectifs. Parce qu'eux, ils ont pensé, on déploie massivement, on va supprimer des postes. Donc ils ont fait un raccourci. Mais avec les formations, la documentation, on a organisé aussi des compétitions, etc. On sait très bien, les syndicats, il y a des développeurs, on a chez nous qui sont syndicalisés. Le fait qu'ils ont pu utiliser et comprendre derrière, ils étaient eux-mêmes en interne, ils ont commencé à changer d'avis. Mais c'est un combat, et c'est pas toujours facile. Fathia, chez les postiers, ça a été... Bien sûr, à la Poste, il y a des syndicats, ils sont très présents et très, très puissants. Il y a un dialogue avec les syndicats. Ils ont leur propre session de formation
assurée par le CDO Group. On rigole pas. Donc voilà, et comme ça, on est sûr que l'information est bien transmise. L'information est bien transmise et honnêtement, jusqu'à présent, ça s'est vraiment très très bien passé. Quand vous vous souvenez, on parlait beaucoup de réalité virtuelle, métavers et tout ça. On les a aussi acculturés à ces notions-là. Et à chaque fois, c'est le CDO du groupe qui fait ces formations avec la DRH, groupe et tout ça. Et il y a eu un bug une année avec une appli qui s'appelle Pop Assistant et qui aide les managers des bureaux de poste à organiser les tournées. Ça a été quoi le bug? Le bug, c'était l'accompagnement au changement. On n'a pas fait suffisamment bien la formation et l'acculturation. Et donc, ce qui est remonté du terrain, c'est on nous a mis une solution qui va décider pour nous. Or, la solution proposait une tournée et le manager disait go, no go. C'était le manager qui avait la décision finale et qui décidait si il acceptait l'organisation que lui avait proposée le système. Et ça n'avait pas été bien expliqué. Et donc, il y a eu un frein phénoménal et il a fallu rediscuter, réexpliquer. Je crois, dans mon souvenir, bon, après, moi, je ne suis pas une vieille postière, hein, ça fait à peine 3 ans que j'y suis. Et je me souviens très bien, puisque j'organisais un petit déj de l'IA ce matin-là, et je me disais, mais il n'y a pas grand monde aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Bah oui, on ne pouvait pas accéder parce qu'il y avait les piquets de grève devant les bureaux, donc devant le siège. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en souviens bien. Mais on a admis qu'on a raté une étape et qu'on aurait dû mieux communiquer. Et aujourd'hui, Pop Assistant est utilisé. Suzanne, j'aimerais bien qu'on termine avec vous. On déborde déjà un tout petit peu, mais 2 minutes, puisque vous, le CSE, il s'est tenu il n'y a pas longtemps du tout. Et j'aimerais juste qu'on s'attarde sur comment vous avez fait sauter ces verrous, on va dire, du côté des représentants des employés, sur les craintes, tous ces obstacles qui pourraient empêcher ce projet de voir le jour. Je pense que la grande chance qu'on a eue, c'est que Ishraf est venu en personne présenter le projet. Donc déjà, c'était un regard de chercheuse. C'est pas une personne qui vient vendre un produit. Donc déjà, ça, c'est un vrai plus. Et puis, ça a été un long échange et une très longue délibération. Parce qu'en général, on sort 5-10 minutes. Et en fait, là, il y a eu une délibération d'1 heure et demie. Même certains membres sont sortis parce qu'ils en avaient marre des échanges entre eux. Et donc, je pense aussi, l'IA, on voit qu'il faut qu'il y ait des espaces de discussion. Ça crée énormément... ça va avec des freins. Et du coup, il faut prendre le temps. Et ce temps-là, parfois, on a envie de le zapper en se disant c'est simple, je ne comprends pas. Ouais, c'est bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas là-dedans? Oui. C'est facile, quoi. Oui. Et hop. Et en fait, chacun vient avec ses représentations. Ouais. Et il faut vraiment prendre ce temps-là. Je pense que c'est indispensable. Et puis, on a eu la moitié des votes positifs, la moitié d'abstentions. Globalement positif. Moi, je retiens, prenons le temps, et je crois que je l'ai un peu trop pris. Mais merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous. Merci.